Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle visio consacrée aujourd'hui à la végétalisation des murs et des toits. Bonjour Sophie Roussé-Rovière. Bonjour Pascal. Alors Sophie, peux-tu présenter ta mission au sein de la DIVET en quelques mots et présenter la DIVET et son périmètre d'intervention? Je suis effectivement la déléguée générale de la DIVET, la permanente en fait de cette association qui a été créée il y a 20 ans maintenant, qui est une association loi 1901 qui a été créée pour regrouper les acteurs de la filière de la végétalisation du bâti, que ce soit en toiture ou en façade. Alors quand on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 75 membres que compte actuellement la DIVET sont aussi bien des entreprises d'étancher du paysage pour ce qui est du domaine de l'installation, que des fournisseurs de systèmes ou de composants de systèmes, ça c'est les deux grosses familles, mais on a aussi en amont les donneurs d'ordre comme les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, donc des architectes, des paysagistes concepteurs, également des experts, des bureaux d'études ou bien des contrôleurs techniques. Il y a également des organismes de recherche et de formation qui font partie de la DIVET, donc on va dire c'est l'amont, aussi bien en R&D que en termes de formation. Donc je pense notamment au CRIT horticole, au CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, ou bien côté organisme de formation, à Groupe Paris-Tech ou au CFPPH de Saint-Germain, etc. Il y en a d'autres. Et la DIVET regroupe également des organismes professionnels, alors que ce soit sous forme d'associations, de syndicats, de fédérations professionnelles, qui sont en lien et avec le paysage, avec le bâtiment. Donc ça peut être la Chambre syndicale française de l'étanchéité, la Fédération française du paysage, mais aussi des associations comme le CIBI qui promeut la biodiversité au sein du bâtiment, comme l'ADOPTA qui est une association qui elle regarde tout ce qui est approche alternative, on va dire, de la gestion des eaux pluviales, ou bien le cluster eau milieu sol qui est très actif en région parisienne et qui est en connexion aussi avec nos problématiques. Et d'autres que j'oublie bien évidemment, enfin que j'oublie en tout cas que je ne pourrais pas tous citer. Donc voilà, l'idée c'est qu'en fait, au travers de la diversité de ses membres, la DIVET puisse traiter un certain nombre de sujets, je vais revenir sur les missions de la DIVET, puisse traiter un certain nombre de sujets de façon très transversale et avec tous les angles de vue, pas uniquement l'angle de vue des fournisseurs ou des installateurs, mais aussi l'angle de vue des professions connexes et puis de ceux qui vont, je veux dire, donner les ordres, hein, donc les parties prenantes qui vont être à l'initiale de la commande et qui vont eux-mêmes avoir un certain nombre de problématiques et donc d'attendus quant à la végétalisation du bâti. Alors, la DIVET, ça fait quoi? Et donc, mes missions, mais pas que moi toute seule, également avec l'ensemble des bénévoles et des adhérents qui sont très impliqués au sein de l'association. La DIVET, c'est une association qui va représenter bien évidemment le secteur de la végétalisation du bâti auprès d'un certain nombre de parties prenantes. Ça peut être des pouvoirs publics, des acteurs privés, ça peut être des associations, ça peut être aussi au plan international, puisque la DIVET fait partie et d'une fédération européenne d'associations comme la nôtre et d'un réseau international d'associations comme la DIVET, et interactions qui sont hyper importantes au quotidien. La DIVET, bien évidemment, promeut la végétalisation du bâti via sa communication d'une façon générale et puis par un certain nombre d'actions, on va dire, d'affluence, hein, pour être un petit peu large, mais ça peut être des colloques, ça peut être des échanges justement avec les pouvoirs publics. Sa vocation, c'est aussi de fédérer les entreprises, les organismes du domaine. Donc, le but du jeu, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux autour de la table pour être vraiment représentatifs du marché et de ceux qui sont en interaction avec le marché. C'est aussi de rendre compte de ce marché. On a créé depuis quelques années ce qu'on appelle un observatoire du marché pour avoir les chiffres clés de la filière et puis les tendances, bien sûr, et de l'observer au gré des années pour en voir l'évolution. Veiller également à la qualité du marché, grâce notamment, on en reparlera, je pense, la publication de règles professionnelles ou de recommandations professionnelles pour que on n'ait pas des choses qui soient improvisées parce qu'on intervient sur le bâtiment et que c'est pas anodin. Voilà. Et puis enfin, de participer à l'amélioration des connaissances du domaine, aussi bien via les études que la DIVET va mener, aussi bien sûr par l'échange qui puisse se passer à l'intérieur de l'association entre les adhérents. Et puis aussi, la DIVET a un certain nombre d'actions de formation. On n'est pas organisme de formation, nous, en tant que tel, mais on intervient auprès d'un certain nombre d'organismes de formation et reconnus comme tels en tant qu'experts. Voilà, brosser à gros traits les actions de la DIVET, qui en fait partie et depuis combien de temps la DIVET existe.
Quelles sont aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, quelles sont Mhm. les techniques existantes qui sont aujourd'hui validées par la DIVET pour végétaliser un toit et un mur? Alors, on va séparer là, hein. Autant il y a d'autres aspects où toit et mur fonctionnent main dans la main. Autant bien sûr là, quand on parle de technique, on va séparer le toit et le mur. En ce qui concerne les toits, il y a, on va dire, trois grandes familles qui ont été. Alors aujourd'hui, c'est une segmentation qui vaut ce qu'elle vaut parce qu'à un moment, il faut bien fixer des limites et se repérer. Mais elle est communément admise et on la retrouve peu ou prou d'un point de vue international. On n'est pas les seuls à aborder les choses de cette façon-là. Euh, on a déjà, ce dont je parlais historiquement, qui est peut-être plus ancien, c'est ce qu'on appelle la toiture terrasse végétalisée, dite intensive ou jardin, le toit jardin. Donc là, on est ou bien en hauteur, ou bien on peut être aussi sur dalle, hein, dès lors que on a par exemple un parking avec une dalle qui est étanchée. Donc on peut très bien être, comme on dit, à R0, hein, en rez-de-chaussée. La spécificité de la toiture terrasse jardin, c'est que d'abord, elle est accessible, qu'on va avoir une solution qui fait appel à un substrat, donc un support de culture, qui n'est pas forcément de la terre végétale, qui fait 30 centimètres et plus, donc qui va avoir un certain poids. On est souvent sur des charges qui sont de plus de 30 kilos par mètre carré. Du coup, l'élément porteur incontournable, ça va être le béton. Et en termes de palette végétale, on a une palette végétale qui est extrêmement large, puisque on peut bien sûr aller jusqu'à un arbre sans aucun souci. En termes d'entretien, on est vraiment dans une logique de jardin. Voilà, donc ça c'est la toiture terrasse jardin ou intensive. Ensuite, on a les solutions légères dont je parlais tout à l'heure qui ont donc fait leur entrée, leur arrivée en France il y a une bonne trentaine, quarantaine d'années et qui ont été, on va dire, sur les fonds baptismaux de la Divette. Alors, on a pour le plus petit, la couche de substrat la plus petite, la plus légère, on a ce qu'on appelle l'extensif. L'extensif, donc, est défini comme ayant un substrat qui a une épaisseur de 5 à 12 centimètres. Et oui, sur 5 à 12 centimètres, des végétaux peuvent pousser. Encore faut-il avoir les bons végétaux qui vont être plutôt avec constitués d'une palette végétale constituée de sédum, éventuellement de vivaces type graminées, mais on va avoir les sédums qui vont être la famille, on va dire la plus représentée, sachant qu'elle n'est pas restreinte parce qu'on a alors, il y a 400 espèces de sédum, mais on va dire il y en a facilement une quinzaine qui peuvent être utilisées en toiture, en tout cas qui sont couramment utilisées en toiture terrasse. Le gros avantage, c'est que du coup, on a une charge qui tourne entre 80 et 150 kilos du mètre carré, ce qui permet de pouvoir végétaliser tout type d'éléments porteurs. Donc, quand je dis éléments porteurs, c'est du béton, c'est du bac acier ou c'est du bois. Bien sûr, on a du coup ce qu'on appelle une toiture terrasse qui est non accessible. Bien évidemment, pour celui qui l'installe ou qui l'entretient, elle est accessible. Mais j'allais dire, elle peut pas recevoir du public qui va se promener sur la toiture terrasse tout le temps. Et en termes d'entretien, on a aussi la conséquence logique, hein, c'est d'avoir une toiture terrasse végétalisée qui demande un entretien léger, 1 à 2 passages par an. Entre l'extensif et l'intensif, on a le semi-intensif qui va être entre les deux. Donc, en termes d'épaisseur de substrat, on va être entre 12 et 30 centimètres d'épaisseur. En termes de palette végétale, on va pouvoir l'ouvrir à davantage de graminées, de bulbeuses, mais aussi à des arbustes, en veillant bien sûr à leur développement pour, là aussi, qu'en termes de poids, on puisse avoir quelque chose de maîtrisé. En termes de charge, on se trouve du coup à un système qui tourne entre 150 et 300 kilos du mètre carré. La toiture reste non accessible, mais compte tenu de sa charge, qui reste pas légère, mais qui reste raisonnable, on va dire, elle peut être aussi mise en œuvre sur tout type d'éléments porteurs, que ce soit du béton, de l'acier ou du bois. Et en termes d'entretien, compte tenu des espèces végétales, on va avoir un entretien, on va dire, moyen, qui est de l'ordre de 3 à 5 passages par an. Voilà, à peu près pour se repérer. Alors, sachant qu'on a comment dire, une typologie un petit peu particulière, qui est l'agriculture urbaine en toiture. On en reparlera peut-être parce que l'agriculture urbaine en toiture, c'est pas forcément pour recevoir beaucoup de public, mais c'est quand même malgré tout pour recevoir les personnes qui vont exploiter, parce qu'on parle bien d'une exploitation agricole qui est en toiture, mais c'est bien une exploitation agricole. Donc, on est en termes de définition bâtiment entre une toiture terrasse technique et une toiture terrasse végétalisée type intensif, semi-intensif, pardon, avec une spécificité qui va être son exploitation de nature agricole. Mais on y reviendra peut-être plus tard. Et puis concernant cette fois-ci maintenant les façades, dans les façades, on fait habituellement une segmentation entre solutions low-tech
j'ai un petit peu commencé à expliciter tout à l'heure, et des solutions plus high-tech. Alors, les solutions low-tech, ça va être constitué par des plantes grimpantes ou descendantes d'ailleurs, qui peuvent être mises en toiture dans des jardinières et qui vont redescendre sur la façade. Les grimpantes comme les descendantes, alors les grimpantes, elles peuvent être plantées au sol, mais elles peuvent être aussi plantées dans des jardinières, dans des étages intermédiaires, sur des balcons ou sur des espaces aménagés comme tels. On peut monter un petit peu en gradation du low vers le un peu plus high-tech en accompagnant le développement de ces végétaux par des câbles tendus, des treillages, etc. Et puis ensuite, on a, nous, ce qu'on appelle le bardage rapporté végétalisé, qui sont des solutions plus high-tech, dont le musée du Quai Branly a été un peu un précurseur, et comme je disais tout à l'heure, vraiment une réalisation qui a permis de médiatiser ces solutions, où en gros, la logique, c'est quoi? C'est d'avoir une ossature qui va être porteuse du système, qui est rapportée un peu comme une double pose sur la surface du bâtiment. Dessus, on va fixer des contenants de la végétalisation, du support de culture bien sûr, et les plantes, qui vont être soit des modules qui vont être en métal, qui vont être en plastique, etc., soit qui vont être un système de feutres. Souvent, on a deux feutres l'un sur l'autre, dans lequel on va ménager des poches, et ces poches vont recevoir le substrat et les végétaux, qui est le système Patrick Blanc. Et puis, on a un système d'irrigation, parce que quand on est en façade, là, pour le coup, la récupération des eaux de pluie est vraiment à la marge. Donc, il faut un système d'irrigation pour que ça puisse évidemment fonctionner, parce que les plantes sans eau, elles peuvent pas faire grand-chose. Donc, il est obligatoire. Et puis, une palette de végétaux qui est large, qui va inclure des succulentes. On a parlé des sédums tout à l'heure, des graminées, des vivaces, mais aussi, ça peut être des arbrisseaux, voire des arbustes à un faible, voire avec un moyen développement. Il y a des exemples, par exemple, rue d'Aboukir à Paris, où il y a également un système Patrick Blanc, où on a des développements assez conséquents des végétaux, tout ça étant bien sûr maîtrisé. Voilà un petit peu pour te repérer ce qu'on peut avoir en termes de typologie sur aussi bien les toitures que sur les façades. Très bien. Alors, quels sont les principaux avantages de ces végétalisations? Alors, un d'une part sur le toit et après sur les murs. Là, pour le coup, je vais mettre les deux ensemble parce que le point d'entrée, alors de temps en temps, il y a des distinguos et le premier service écosystémique dont je vais parler, justement, il est plus propre aux toitures qu'aux façades. Mais dès lors qu'on parle de végétal, il y a énormément de services écosystémiques, donc des services qui sont rendus par la végétalisation et qu'on trouve du coup chez l'un et chez l'autre. Alors, le bémol, comme je disais, il est pour la gestion des eaux pluviales, qui est avéré pour les toitures, qui est moins réel pour les façades, tout simplement parce qu'elles sont verticales et bien évidemment, sauf quand on a une bonne pluie presque horizontale, ne va pas avoir un grand rôle, un grand jeu par rapport à cette problématique. Juste pour remettre ça un petit peu en perspective avec les enjeux de la ville actuelle, aujourd'hui, la ville, elle a plein d'enjeux, mais notamment la gestion de l'eau pluviale. Pourquoi? Parce que l'évolution, on va dire, climatique fait que même quand on est en façade océanique, même quand on est à Paris, même quand on est voilà un petit peu partout en France, c'est pas du tout l'apanage, c'est plus du tout l'apanage de la zone méditerranéenne. On a des temps de sécheresse entre guillemets, des temps sans pluie qui sont de plus en plus longs. 2022, ça a été une excellente illustration de cela. En revanche, quand il y a des épisodes pluvieux, ils sont souvent plus intenses. Et donc, du coup, le réseau, notre mode de fonctionnement pour gérer l'eau pluviale qui arrive en ville, qui est essentiellement basé sur les tuyaux, sur la voirie, peut avoir des soucis pour collecter de façon très brève des épisodes très intenses. Donc, à la fois, il y en a moins souvent, mais quand ils arrivent, c'est très intense et il y a des très, très gros volumes d'eau qui sont délivrés. Et là, la toiture végétalisée a un vrai rôle par rapport à cette problématique, puisqu'elle permet de retarder le ruissellement. Elle va vraiment agir comme une éponge. Elle va écrêter le débit de pluie et elle va restituer un volume qui sera moindre. Donc, autrement dit, par ces trois actions, elle répond extrêmement bien à cette problématique de la pluviométrie en ville aujourd'hui. Et bien sûr, on peut imaginer de façon assez évidente que plus on a une hauteur de substrat, mais aussi la composition du substrat va jouer. Plus on a une hauteur de substrat importante, plus on a une palette végétale adaptée, plus cet effet d'éponge, de temporisation va être important. Un petit exemple pour illustrer. Quand on a une végétalisation de type extensif, maintenant que vous savez ce que c'est de l'extensif, voilà, tout un chacun peut se repérer, avec 10 cm de substrat et on va dire une palette végétale avec une combinaison de sédum et de vivaces, on a alors ce qu'on appelle un abattement de 380 mm de pluie
par an. Sachant que pour se donner juste une perspective, en région parisienne, on tourne autour de 600-700 mm par an de pluie qui tombe. Donc, avec mes 10 cm de substrat, mes sédums et mes vivaces, j'abats plus de la moitié de ce qui tombe à Paris. Ou un équivalent lors d'un événement pluvieux, 14 mm. Si lors d'un événement, ça peut aussi illustrer. Et si par exemple j'ai une végétalisation cette fois-ci semi-intensive et qu'on est avec par exemple 15 cm de substrat et puis des graminées, mon abattement il va être de 430 mm par an. Voilà. Donc c'est vraiment quelques chiffres qui permettent d'illustrer à quel point la toiture végétalisée, quant à la problématique par rapport à la problématique de la gestion de l'eau à la parcelle, qui est de plus en plus demandée par les collectivités, a une réponse qui tient vraiment très très bien la route. Et en plus, bien sûr, ça permet de nourrir les végétaux, évidemment. Un autre service écosystémique qui est rendu, et là aussi bien par la toiture que par la façade, c'est être un îlot de fraîcheur, lutter contre l'îlot de chaleur urbain. Je parlais des enjeux de la ville d'aujourd'hui. Ça va d'ailleurs avec l'évolution bien évidemment du climat. C'est que en même temps qu'on a cette pluviométrie qui est plus espacée mais plus intense, on a également un phénomène d'îlot de chaleur. Le phénomène d'îlot de chaleur, pour aller vite, c'est quand il a fait chaud. Non seulement on a eu chaud dans la journée, mais surtout pendant la nuit, la ville ne rafraîchit pas, contrairement, entre guillemets, à la campagne. Pourquoi? Parce que alors il y a plein de phénomènes qui se combinent, c'est assez complexe, mais notamment, il y a un défaut de végétalisation, et puis, il y a aussi la réémission des matériaux. Les matériaux ont gardé, stocké la chaleur tout au long de la journée, ils la restituent dans la nuit, au lieu justement d'avoir le rafraîchissement nocturne qu'on peut vivre en campagne, hors de la ville. Alors, qu'est-ce que va faire les végétaux? Les végétaux, et pas tout seul d'ailleurs, le substrat joue aussi un rôle. Le substrat va évaporer parce qu'il a une certaine humidité qui va évaporer. Les plantes, elles vont transpirer. Et donc, ce qu'on appelle l'évapotranspiration va permettre de rafraîchir la ville. Les études qui ont pu être menées disent que on peut rafraîchir jusqu'à 5 degrés. Pour le coup, on apprécie au lieu d'avoir 35, d'avoir 30, au lieu d'avoir, je sais pas, 33, on a 28. On se rend compte, à chaque degré compte, quand il fait chaud. Et des études canadiennes ont montré même qu'on pouvait aller jusqu'à 13 degrés de température ressentie. Vous savez, maintenant, quand on nous donne la météo, on nous dit toujours, voilà, il fait tant de degrés, mais le ressenti, ça sera c'est en plus, c'est en moins. Eh bien, pareil, dans cette même logique de ressenti, qui est plus psychologique, les Canadiens ont montré qu'on pouvait avoir une sensation de 13 degrés en moins, qui pour le coup est d'un vrai intérêt. En plus de ces deux services écosystémiques, un service écosystémique qui est aujourd'hui aussi fondamental, qui est l'accueil de la biodiversité. Alors, je vais pas faire un résumé de tout ce qui se passe aujourd'hui en biodiversité au plan mondial et de l'effondrement de la biodiversité que l'on vit, et tout particulièrement en ville. Et c'est d'autant plus important tous ces phénomènes que aujourd'hui 75-80% de la population vit en ville. Là, je parle de la France, je parle des pays occidentaux, mais ça sera vrai dans 20 ou 30 ans, dans quasiment partout sur la Terre. Donc, toutes ces questions-là, non seulement elles se posent, mais elles vont se poser pour de plus en plus d'humains. Et donc, la biodiversité, c'est quoi? C'est la flore, c'est la faune, c'est la qualité des sols, et c'est les interactions entre tous ces acteurs. Alors, d'un point de vue floristique, des études ont montré qu'il y en avait une vraie diversité floristique sur les toits et les façades végétalisées, puisque au bout de quelques années, c'est notamment l'étude Grouse qui a été faite par l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France, mais il y a aussi Plantécité qui a fait une étude qui allait dans le même sens, qui a montré qu'on avait entre 60 et 70% d'espèces spontanées qui s'étaient installées tout seules sur des toits ou sur des façades. Donc ça, c'est très intéressant parce que effectivement, on parlait tout à l'heure de palettes végétales qu'on pouvait mettre en toiture terrasse, par exemple. Eh bien, ça montre aussi quand on a largement plus de la moitié qui s'est spontanément installé, qu'il y a un vrai écosystème qui s'est mis en place et que les toits et façades végétales sont des lieux tout à fait intéressants pour la flore. Pour la faune, on a un petit peu la même chose, le même phénomène, puisque notamment ce qu'on appelle l'entomofaune, donc les insectes, l'étude Groves a aussi montré qu'il y avait des populations tout à fait nombreuses qui pouvaient profiter, trouver, comme on dit, le gîte et le couvert, aussi bien en toiture qu'en façade. Et c'est aussi des choses que l'on note, que la LPO, la Ligue
protection des oiseaux a pu noter pour les oiseaux. Et au milieu de ces insectes, il y a bien sûr les pollinisateurs qui intéressent tout particulièrement, non seulement parce que les petites abeilles, ça fait du miel et qu'on aime bien ça, mais surtout parce qu'ils ont un rôle essentiel justement dans l'activité, dans ce qu'on appelle la chaîne trophique, hein, donc dans l'activité, les interactions qui peuvent se développer entre ces différents acteurs. On peut également, et ça c'est intéressant, avoir, puisqu'on est dans un monde artificiel, hein, quand bien même on a du végétal qui est installé en toiture ou en façade, mais du coup l'humain peut avoir un vrai rôle en développant des dispositifs d'accueil, cette faune, que ça soit des roches, du bois, y compris du bois en décomposition, bien sûr, pour que les insectes décomposeurs puissent agir, du sable, voire des hostels à insectes, et pour tout ce qui est oiseaux, bien sûr, mettre en place des nichoirs en étant adaptés. Alors là, on n'a pas le temps de développer, mais c'est vrai que si on peut se faire accompagner d'un écologue quand un petit peu ambitieux pour voir un état des lieux et pour voir quelles sont les meilleures réponses à apporter, notamment pour ces dispositifs d'accueil, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, je disais tout à l'heure, donc il y a la flore, il y a la faune, et il y a le sol. Et là aussi, il y a un certain nombre d'études, notamment qui ont été menées par AgroParisTech, qui ont montré qu'il y avait des micro-organismes qui peuplaient les sols des toitures terrasses, qui pouvaient être comparables à ce qu'on pouvait avoir dans un jardin, dans un parc en ville. Donc, tout à fait intéressant. Donc, tout ce petit monde-là, ça fonctionne ensemble, mais ça fonctionne pas tout seul. Et typiquement, l'installation des spontanés, des 70% de spontanés en toiture montre que même en toiture, les graines, voilà, les moyens d'ensemencement des végétaux trouvent bien l'accès à ces lieux. Et un Philippe Clergeau, qui est quelqu'un du muséum, un professeur du Muséum national d'histoire naturelle, a mis en avant le concept de pas japonais. Vous savez, les pas japonais, c'est ces espèces de souvent c'est de la pierre, ça peut être du bois aussi, que les Japonais mettent dans leur jardin, que ce soit pour traverser des petits lacs, que ce soit pour se promener dans les jardins. Et donc, on n'a pas un chemin continu, mais on a ces pierres ou ces bouts de bois sur lesquels on va poser les pieds pour pouvoir traverser le jardin. Et Philippe Clergeau dit, les toitures et les façades végétalisées en ville, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait se dire qu'il y a une discontinuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une continuité directe, un lien direct avec les autres espaces végétalisés, type parcs et jardins ou alignement d'arbres, mais et justement, ces études le montrent bien, il y a bien des interconnexions, un peu comme un pas japonais. Et du coup, on peut dire vraiment que les façades et les toitures végétalisées intègrent la trame verte en termes de biodiversité, donc sont tout à fait intéressantes quant à ce service écosystémique. Lié à sa conséquence, hein, parce que tous ces services écosystémiques sont interagissant les uns avec les autres, on a bien sûr la préservation de la santé et du bien-être, parce que ces villes, elles sont peuplées. On disait qu'il y a de plus en plus d'humains qui vont peupler les villes. Et donc, la végétalisation du bâti, elle répond déjà à ce sentiment, à ce besoin qu'a l'homme de fonctionner, j'allais dire, d'être avec la nature, qu'on appelle la biophilie. À minima, c'est la visibilité, c'est-à-dire je vois un peu de végétal, mais mieux, j'y ai accès. Et encore mieux, j'interviens, j'entretiens, je donne du soin, je soigne cette nature. Il y a aussi d'un point de vue physiologique, hein, tout simplement, parce que les toitures et les façades végétalisées, de par l'action des végétaux, vont permettre d'apporter une meilleure qualité de l'air, notamment avec la captation des métaux lourds, des coves, etc., mais également un rôle de confort acoustique parce que quand on est à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple avec un élément porteur acier, quand on imagine une grosse pluie qui tombe, ça fait beaucoup de bruit. Quand on a une toiture végétalisée au-dessus, ça absorbe, donc du coup les bruits d'impact sont minimisés. Et également les végétalisations jouent un rôle par rapport aux bruits aériens, les bruits environnants, et vont là aussi les absorber. Il y a également un rôle, tout à l'heure on parlait d'îlots de chaleur urbain, c'était plutôt à l'extérieur, mais aussi bien sûr à l'intérieur du bâtiment. La végétalisation va apporter aussi du confort thermique, cette fois-ci pour les usagers, avec une baisse alors là aussi c'est des études, mais qui disent jusqu'à 2, peut-être 3 degrés qui vont être permis par la végétalisation. Et puis il y a cette dimension aussi psychologique, hein, je parlais tout à l'heure de la biophilie, mais aussi parce que justement quand on soigne des végétaux, si par exemple j'ai un jardin en toiture qui est accessible ou un potager ou autre, eh bien ce lien social va permettre de développer des interactions avec d'autres personnes et donc du coup psychologiquement d'être importante. Et comme illustration, récemment à la Divette, on a fait un voyage d'études à Berlin et on a visité une clinique qui a développé sur une toiture un jardin à vocation
volontairement thérapeutique. Donc c'est vraiment ce qui est recherché par les praticiens qui entourent les personnes malades psychologiquement, c'est que le jardin en toiture puisse vraiment être un lieu à part pour ces personnes pour pouvoir justement bénéficier de cet apport psychologique. Alors après, ça peut être plus prosaïque aussi, mais la végétalisation du bâti joue un vrai rôle de protection du bâti, de protection de l'étanchéité du bâti. Enfin, quand on protège l'étanchéité, ça veut dire qu'on protège le bâti qui est en dessous. Pourquoi? Parce que d'un point de vue mécanique, forcément, l'étanchéité, elle est protégée, puisqu'elle est mise à distance de ce qui peut arriver et lui tomber dessus. Et puis aussi d'un point de vue chimique, parce que les membranes d'étanchéité n'aiment pas du tout les UV. Donc, quand on a de la végétation en dessus, bah forcément, on a plus cette exposition UV et donc on prolonge la vie tout simplement de la membrane d'étanchéité. Alors, pour faire juste une petite parenthèse, c'est vrai que comme la divette, on est bien sûr très sensible. Je disais tout à l'heure que la divette, elle promeut la végétalisation du bâti. Comme on est très sensible à tous ces services écosystémiques qui sont rendus par la végétalisation du bâti, on a créé, on a travaillé, on a créé un référentiel, une grille d'analyse pendant un travail qui a duré quasiment 3 ans pour proposer des indicateurs pour les 4 grands services écosystémiques qui sont aujourd'hui, la lutte contre les lots de chaleur urbains, la gestion de l'eau, la biodiversité et la santé bien-être, pour donner des indicateurs très pratico-pratiques, opérationnels, pour se dire, voilà, j'ai un projet de végétalisation du bâti, comment il fonctionne, comment il répond à ces enjeux. On en est au tout début, puisqu'on est vraiment en train de le lancer. Là, c'est presque en avant-première que je vous partage cet outil. Et à terme, on a même l'ambition d'en faire une version numérique sur notre site internet pour que, à l'aide de quelques questions posées en ligne, j'appuie sur un bouton et je sais comment mon projet se situe. Alors non seulement quelle est entre guillemets la note qu'il obtient, c'est plutôt une gradation, c'est plutôt un peu comme les villages fleuris, j'obtiens une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, ben voilà. Donc, comment je réponds à ces différents services écosystémiques, mais c'est aussi pour les assortir de recommandations pour être pédagogue. Alors, si on veut regarder du côté peut-être des inconvénients, chez Bill Green, nous, on attache beaucoup d'importance au bilan carbone. Donc aux analyses de cycle de vie, des solutions proposées, de leur conception jusqu'à leur recyclage. Est-ce qu'on peut dire que ces solutions sont vraiment écologiques ou il reste encore des progrès à faire par rapport à ces solutions? Et est-ce qu'aujourd'hui, la DIVET travaille sur l'amélioration du bilan carbone de ces solutions? Alors c'est vrai que le bilan carbone, c'est un gros sujet qui est monté en puissance et puis j'allais dire qui est vraiment devenu très prégnant en 2022 avec la RE 2020 qui, pour les logements neufs, a été mise en route à partir de cette année. Et c'est vrai que la décarbonation est essentielle. Aujourd'hui, en fait, quand on fait un bilan carbone, on regarde l'impact des matériaux et notamment en termes de transport. Et le paradoxe de nos solutions, c'est que aujourd'hui, comme on sait appréhender tout ce qu'il y a en dessous de la palette végétale, on l'introduit dans le calcul du bilan carbone, de l'ACV, mais comme on sait moins bien l'appréhender pour la palette végétale, bah du coup on met les végétaux à côté. Alors, je ne cacherai pas qu'effectivement, le bilan carbone a un certain impact quand il s'agit de calculer celui du substrat, puisque c'est le substrat qui va être le plus impactant, mais que en même temps, il y a ce paradoxe que je partage avec vous, et donc la DIVET travaille effectivement alors avec les pouvoirs publics, mais aussi avec les bureaux d'études, pour faire avancer la réflexion sur la prise en considération de la palette végétale, parce que sinon, on en viendrait un petit peu à se dire, alors que le végétal, c'est un puits carbone, c'est grâce aux végétaux qu'on est sur la Terre. Récemment, j'assistais à une conférence où on nous expliquait qu'il y a beaucoup de millions d'années, la vie, c'était un espèce de petit amphibien qui était dans l'eau parce que l'air, entre guillemets, était irrespirable, et c'est parce que les végétaux se sont développés, ont fait œuvre de photosynthèse, que peu à peu, l'air est devenu respirable, et que ce petit amphibien, il est sorti, puis peu à peu, c'est devenu un homme. Donc, je schématise terriblement, mais autrement dit, cette fonction de la photosynthèse, c'est bien grâce à elle qu'il y a la vie sur la Terre, et partout sur la Terre, pas que dans l'eau. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse, et donc, là, il y a un vrai travail, effectivement, parce que sinon, on en vient à se dire, il faut pas végétaliser, il vaut mieux mettre rien du tout ou des gravillons. Et là, on se dit non, intuitivement, ça fonctionne pas. Donc là, c'est un vrai travail que la DIVET, effectivement, regarde en ce moment.
et sur laquelle il agit en ce moment pour pouvoir appréhender cette question globale et pouvoir apporter globalement une réponse. Et puis, c'est important malgré tout de garder en tête justement les services écosystémiques dont on vient de parler pendant un certain temps. Et j'en veux pour preuve que à la suite de cette RE 2020 déclenchée en 2022, les pouvoirs publics, les acteurs en fait, et on fait partie d'ailleurs de ceux-ci, continuent de travailler sur d'autres, j'allais dire d'autres leviers, parce que la décarbonation, c'est une évidence, c'est totalement incontournable. J'allais dire de la même façon, la transition énergétique, elle est aussi incontournable, mais il faut pas perdre de vue les autres enjeux écosystémiques dont on a parlé. Donc effectivement, on y travaille. Alors, quels seraient les points de vigilance avant toute réalisation et à l'entretien de ces toitures végétalisées? Alors les points de vigilance, ils sont, j'allais dire, quand on porte un projet, la première chose qu'il faut prendre en considération, c'est qu'est-ce que je veux comme type de végétalisation, palette végétale, épaisseur du substrat. Donc à partir de là, quelle va être la charge induite par mon complexe de végétalisation et du coup, est-ce que ma structure va pouvoir porter cette charge? Donc c'est vraiment le dimensionnement charge-structure qui est le point d'entrée de tout projet de végétalisation. Bien sûr qu'on peut avoir, comme on l'a expliqué, des ambitions en termes de biodiversité, en termes de gestion des eaux pluviales, en termes de lutte contre les lots de chaleur, etc. Tous les services écosystémiques dont on a parlé, on peut avoir des ambitions. En face, on va mettre un certain nombre de réponses, que ce soit en termes de palette végétale et d'épaisseur de substrat, mais encore faut-il que mon élément porteur puisse accepter. Donc ça, c'est vraiment l'entrée. Ensuite, j'allais dire le deuxième point, c'est de suivre les règles de l'art. Les règles de l'art, elles s'incarnent, j'allais dire, elles s'illustrent par deux choses. Quand on est en extensif et en semi-intensif, il y a des règles professionnelles pour la conception et la réalisation des toitures et terrasses végétalisées qui ont été sur les fonds baptisments en fait de la Divette. La première édition date d'il y a 20 ans et aujourd'hui on en est à la troisième édition qui est sortie en 2018 parce que c'est normal, les pratiques évoluent donc les règles de l'art également. Et ces règles pro, elles ont été validées par la commission prévention produits qui a notamment articulé avec l'agence qualité construction pour s'assurer des bonnes pratiques. Ensuite, faire appel aux professionnels du domaine, parce qu'il y a des règles de l'art assez pointues à respecter, et les pros savent ce qu'ils font, et s'y engagent. Alors quand je dis les pros, c'est encore mieux quand ils font partie de la Divette, parce que on sait justement que les règles professionnelles, ils les connaissent et ils les appliquent. Et puis, bien sûr, vous parlez de l'entretien, tu parles de l'entretien, Pascal, et ça, c'est essentiel parce que on a bien un jardin sur le toit, même si c'est pas une toiture, terrasse, jardin tel que je l'ai dénommé tout à l'heure, même quand on est sur une épaisseur relativement faible de substrat avec des sédums, des succulents qui sont plutôt costauds, on a quand même du végétal, on a du vivant sur un toit et donc il faut s'en préoccuper. Donc l'entretien est essentiel. Il va pas forcément être le même en fonction de la végète que j'ai choisie. Il est incontournable quand on est sur de la façade parce que la façade demande un entretien tout particulier parce qu'on est sur du vertical et qu'habituellement la nature elle pose plutôt sur de l'horizontal, donc on est un dispositif qui est quand même un petit peu particulier. Donc évidemment il faut de l'entretien, mais sur le toit, y compris le plus simple, j'allais dire, sans être péjorative, on a besoin d'un entretien, on a besoin de passer régulièrement, que ça soit pour s'assurer que tout se passe bien, que ça soit pour replanter si jamais il y a quelques plantes qui ont eu un petit peu de mal. Et puis aussi pour s'assurer, pour enlever les végétaux qui ne sont pas bienvenus en toiture. Parce que le but du jeu, c'est d'éviter que l'étanchéité soit percée. Donc il y a quelques végétaux qui sont d'ailleurs mentionnés dans les règles pro, qui ne sont pas les bienvenus en toiture. Alors d'abord parce qu'ils peuvent percer l'étanchéité, mais aussi parce que si par exemple vous avez un arbre, ça arrive, qu'un arbre puisse se développer sur une toiture, et tout ce qu'il faut pour ça, eh bien si la toiture n'a pas été dimensionnée, je reviens à la question de la charge et de la portance. On se retrouve avec un sujet qui peut avoir des développements jusqu'à 10 mètres de haut alors qu'on n'a pas du tout prévu la portance pour ça. Bien évidemment, il faut intervenir. Alors tu parlais justement des règles professionnelles qui ont Mhm. été instaurées par l'association. Oui. Comment ça se passe au niveau de la garantie, justement? Est-ce qu'il vaut mieux être adhérent à la DIGET pour pouvoir faciliter cette garantie, on va dire? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? C'est pas en tout cas articulé avec l'adhésion ou non de la Divette. Quand on est adhérent à la Divette, l'avantage c'est qu'on est au milieu de ses pairs et qu'on est au bon endroit et à la fois pour promouvoir ces solutions, mais aussi bien sûr pour faire avancer les choses d'un point de vue technique et partager les bonnes pratiques.
Ce qui est vraiment incontournable en termes d'assurabilité, c'est le respect de ces règles professionnelles. Pourquoi? Parce que comme elles ont été validées, hein, c'est un petit peu, je rentre un petit peu dans le détail, mais par cette fameuse commission prévention produit qui rassemble l'agence qualité construction, mais aussi les assureurs, ces règles sont les modes de fonctionnement, les processus sont devenus des techniques dites courantes, dites traditionnelles, et donc rentrent dans une décennale. Donc ça veut dire que le pro qui va intervenir sur le toit ou là je mets la façade de côté parce qu'on est en cours de rédaction de règles professionnelles pour le bardage rapporté végétalisé, mais on est en cours, donc c'est pas encore fait. Donc je parlais du toit. Sur le toit, dès lors que le professionnel a bien appliqué les règles professionnelles toiture terrasse végétalisée, alors on est dans une décennale. Bien sûr, il faut que le pro ait lui-même souscrit une assurance décennale auprès de son assureur, mais on rentre vraiment dans la traditionnalité. Et pour compléter ce que je disais tout à l'heure, je disais que donc les RPTTV s'appliquaient à l'extensif et au semi-intensif. Pour l'intensif, pour la toiture terrasse jardin, là c'est le DTU 43.1 qui est le DTU qui les documents techniques unifiés qui sont les normes du bâtiment français qui s'appliquent à l'élément porteur béton qui vise aussi la toiture terrasse végétalisée. Et j'en profite d'ailleurs si les personnes qui regardent cette vidéo veulent en savoir un tout petit peu plus. On a édité et donc on peut retrouver ça sur notre site internet. Depuis une bonne année, on a lancé une saga des règles professionnelles où en fait, via notre newsletter, tous les mois à peu près, on aborde un chapitre, une thématique ou un sous-chapitre de ces règles pro pour les expliciter, pour apporter des illustrations, des exemples. Et ça, je recommande vraiment la lecture parce que bon, les règles pro, on peut bien sûr les lire, les télécharger, il n'y a pas de problème. Mais leur lecture pour des non-sages-femmes, enfin pour des gens qui ne sont pas experts du domaine du bâtiment, peuvent être un petit peu arides. Et c'est vrai que l'objet de cette saga des règles professionnelles, ça a vraiment été de les accompagner avec toute une démarche pédagogique. Très bien. Alors tu parlais tout à l'heure des avantages de la toiture végétalisée, notamment Mhm. sur le confort d'été, sur les îlots de chaleur. Euh, on sait aujourd'hui que l'albédo des toits est une problématique en ville, hein, et que des toits foncés, notamment, captent la chaleur. Euh, Ouais. Est-ce que le fait de végétaliser ne vient pas euh, en concurrence avec d'autres solutions, comme par exemple de blanchir les toits, ou est-ce que on a des études qui permettent de comparer les deux, par exemple? Est-ce que ça a été étudié, ça? C'est vrai que ça a été étudié. Alors pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, un toit noir, on va dire quand il fait 35 dehors, la température, elle monte facilement jusqu'à 70 degrés. Et non seulement elle monte, mais comme on disait tout à l'heure, et c'est le phénomène de l'îlot de chaleur urbain, la chaleur, elle est captée et elle va être très longuement restituée pendant la nuit, ce qui va freiner le rafraîchissement nocturne. Alors évidemment, l'îlot de chaleur urbain, ça fait longtemps qu'on connaît, avec nos matériaux, on en connaît d'autant plus. Donc effectivement, c'est la chasse à l'albédo. Et donc une des solutions, c'est ce qu'on appelle le cool roof, hein, donc le toit rafraîchissant qui va être en blanc avec un certain niveau qui va permettre une réflexion et donc qui va répondre à cette problématique. Mais c'est vrai que je dois dire que la végétalisation en toiture, ben c'est mieux parce que on n'a pas un phénomène de réflexion qui peut d'ailleurs être difficile à supporter en termes de visibilité. Hein, voilà. Quand c'est en toiture que personne ne voit dessus, c'est pas plus mal. Mais quand on est par exemple au sol ou là où les humains évoluent, c'est pas forcément ce qui est le plus confortable, même si c'est efficace. La végétation, elle absorbe les rayons lumineux. Et comme en plus, elle a sa fonction de photosynthèse qui lui demande de l'énergie, alors elle va faire baisser la température. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ça donnait un îlot de fraîcheur. Et souvent, on prend la comparaison, quand il fait 35 degrés ou plus, bah, mettez votre main sur le gazon, sur un gazon, sur une pelouse. Vous n'allez pas vous brûler la main. Donc on a vraiment, et en plus ça fera pas mal aux yeux. Donc on a vraiment ce double effet qu'apporte la végétalisation du bâti, et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un îlot de fraîcheur qui est apporté avec en plus les autres services écosystémiques que j'ai donnés. C'est ça qui est super intéressant dans la végétalisation du bâti, c'est qu'en fait on n'est pas juste à une problématique, une solution, mais des problématiques et des solutions. On a vraiment une réponse multifonctionnelle. Alors justement, dans les problématiques, on a une problématique qui est à gérer aussi dans la végétalisation des toits comme des murs d'ailleurs, c'est la gestion de l'eau. Ouais. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. En période estivale, on peut avoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans eau. Tout à Quelle est la fait. résistance de ces toits ou de ces murs et comment on peut gérer cette problématique?
Ça va déjà dépendre de la palette végétale qui a été mise en œuvre, parce que en effet, quand on utilise par exemple des succulentes, les succulentes c'est des plantes qui sont extrêmement sobres en termes de besoins hydriques, et qu'en gros, on va dire quand on regarde la pluviométrie en France, allez, on va dire les 4/5 du territoire peuvent très bien répondre à leurs besoins. Ça n'empêche que par exemple cet été, ou comme je le disais, même dans le nord de la France, même sur la partie océanique, on n'a vraiment pas eu beaucoup de pluie pendant 3-4 mois. Et donc, ces fameuses succulentes, ces sédums peuvent aussi griller, entre guillemets, mais c'est des plantes qui, la plupart du temps, sont assez rustiques, donc peuvent reprendre dès qu'il pleut. Par exemple, le jardin qui est à côté de moi, je peux vous assurer que cet été, le gazon, il n'était pas bien beau à la fin de toutes ces mois sans une goutte de pluie. Mais c'est vrai que dès qu'il y a eu un petit peu d'abord d'orage au mois d'août et septembre, et puis dès qu'il y a eu les pluies automnales qui sont arrivées, le gazon, il a reverdi et ça a gentiment repris. Ce qu'il faut pas, ce qui serait embêtant en fait, hein, et bien sûr là, la difficulté, c'est de tenir deux choses à la fois, compte tenu de la problématique de l'eau qui s'est posée aussi cet été avec des restrictions qui ont été quasiment déployées sur l'ensemble de la France. C'est de se dire, je vais faire souffrir mes végétaux jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus vivre. Et là, c'est embêtant parce que les autres services écosystémiques qu'on attend de la toiture végétalisée vont pas être remplis. Et puis aussi d'un point de vue propriétaire, s'il faut que je replante tout tous les hivers, je vais pas être très content. Tous les printemps, je vais pas être très content. Donc, il y a l'approche, le concept dans les règles pro d'ailleurs qui est noté comme tel d'arrosage de sauvegarde. C'est-à-dire que j'interviens vraiment quand il y a besoin de donner ce petit coup de pouce supplémentaire que la pluviométrie naturelle ne peut pas apporter. Et quand j'interviens avec cette approche de sauvegarde, dans ces cas-là, j'essaye d'être le plus raisonné possible. Donc l'irrigation raisonnée, c'est quoi? C'est utiliser un dispositif adapté qui va peut-être privilégier un goutte à goutte, voire la subirrigation. Aujourd'hui, il y a des nattes d'irrigation qu'on met en sous-face, sous le substrat, et qui ensuite va apporter l'eau qui va être 100% utilisée, qui va remonter par capillarité dans le substrat. C'est aussi, et il y a des solutions qui existent pour faire, en franglais c'est toujours mieux, mais faire de la smart irrigation, de l'irrigation intelligente, qui vont se reposer sur quoi? Sur des sondes qui sont posées, insérées dans le substrat, qui va permettre de donner une indication du niveau d'humidité du substrat par rapport à mes besoins, bien sûr, analysé par rapport à mes besoins de la palette végétale. Et ces sondes sont reliées à un ordinateur qui, le cas échéant, peut aussi disposer des données météo et qui, par exemple, va déclencher juste ce qu'il faut quand il faut. Typiquement, si je sais qu'il y a un grand stress hydrique, mais qu'en même temps, dans, allez, 2 jours, il est prévu un orage, il est prévu une pluie de X millimètres pendant tant de temps, alors dans ces cas-là, l'ordinateur va dire non, je ne déclenche pas parce que je sais qu'il y a encore un peu de souffrance pendant 48 heures, mais qu'après, il va y avoir ce qu'il y aura. Et on enverra, alors la pluie, ça, il y aura ce qu'il faut, mais que s'il n'y a pas de pluie qui est annoncée, on enverra uniquement ce dont les végétaux ont besoin. Et c'est vrai que c'est très important de bien prendre tout ça en considération. Je fais souvent le parallèle avec la voiture électrique, où on sait très bien elle est intéressante d'un point de vue écologique sous plein d'aspects, mais on sait aussi que d'un point de vue écologique, il y a des choses qui sont moins satisfaisantes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en considération. Et les acteurs de la divette en sont bien conscients. On souhaite faire un colloque sur ce sujet-là, justement, bâti végétalisé et gestion de l'eau l'année prochaine, pour aussi ouvrir des axes de progrès, des axes d'innovation sur la récupération de l'eau, sur le stockage de l'eau, par exemple en toiture terrasse, en dessous la végète, pour qu'ensuite cette eau stockée puisse être réutilisée un peu comme une nappe d'eau artificielle, hein, tout simplement, réutilisée par les végétaux, et voire même des solutions de stockage, de récupération d'eau, voire de traitement des eaux grises, ces eaux finalement enfin, on n'a pas besoin d'eau potable pour arroser une végétalisation. Donc il y a des études qui sont menées actuellement pour justement trouver des solutions encore plus vertueuses, hein, qui sont vraiment des solutions innovantes, pour récupérer l'eau de pluie, mais aussi pour récupérer l'eau du bâtiment, les eaux grises, les traiter et voir quelles doivent être leurs caractéristiques pour être réutilisées en toiture, mais bien sûr aussi en façade. Donc on a aussi quelques adhérents en façade qui travaillent sur des solutions plus vertueuses. Et puis, alors juste pour bien compléter cet élément-là, il y a un moment où vraiment les végétaux ont besoin d'eau régulièrement, c'est quand on est en phase chantier, qu'on a installé les végétaux, comme vous quand vous plantez dans votre jardin n'importe quel
n'importe quel arbre ou végétaux, hein, même un petit massif de fleurs. Bien évidemment, quand on a planté, on arrose la motte, on l'humidifie pour que la reprise puisse s'effectuer. Et ça, c'est tout à fait cadré. Donc une autre problématique aussi qui est complètement d'actualité, c'est la crise énergétique, hein. On a besoin aujourd'hui d'accélérer la transition énergétique en développant notamment la production d'électricité solaire. Est-ce que la végétalisation et le photovoltaïque peuvent être Mhm. compatibles ensemble? Et est-ce qu'il y a des exemples d'installations hybrides? Oui, 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 la réponse est oui. Et plus que jamais, j'allais dire. Alors, ça s'appelle les toitures biosolaires ou les toitures végétalisées solaires ou les toitures solaires végétalisées. Voilà, donc il y a encore une terminologie qui cherche. Il y a aussi un périmètre qui est à définir, hein, qui se définit, qui est en train voilà, de s'appréhender de plus en plus et de mieux en mieux, parce qu'effectivement, il y a une demande qui est en train de montée, on va dire. Je ne veux pas dire qu'elle est hyper forte parce que c'est quand même un dispositif très particulier qui demande bien sûr un respect de charge et notamment la charge apportée par les panneaux photovoltaïques. Ce qui est certain, c'est que déjà, premier élément de réponse, une toiture, elle est rarement 100% solaire pour des tonnes de raisons, notamment techniques. Et donc, on peut tout à fait combiner les deux. J'ai en partie du solaire, en partie de la végète. Et puis, il y a pas mal de solutions, d'approches, pas uniquement en France. Hein, là aussi, les pays germaniques, l'Allemagne, la Suisse ou l'Autriche, les pays scandinaves aussi, développent des solutions qui vraiment combinent les deux, c'est-à-dire où j'ai le végétal qui va jusqu'en dessous les panneaux photovoltaïques. Alors, ceux-ci doivent être à une certaine hauteur, etc., hein, bien sûr, et ils sont en train de regarder les solutions et de voir aussi les conditions pour avoir le meilleur fonctionnement possible. Donc ça se développe de plus en plus, ce qui fait d'ailleurs qu'à la Divette, on a créé assez récemment un groupe de travail dédié au sujet pour faire un état des lieux, voir ce qu'il y avait comme technique, définir un périmètre et puis également recommander un mode opératoire parce que comment on s'y prend tout simplement pour mettre les deux en toiture terrasse. Sachant que, et actuellement d'ailleurs en France, il y a une étude, il y a d'autres études qui ont été menées à l'international, mais il y a une étude en France qui s'appelle Proof, comme photovoltaïque et green roof, on va dire, qui essaye d'étudier justement les interactions entre les deux. En tout cas, les études internationales de notre connaissance montrent qu'il y a des co-bénéfices entre photovoltaïque et végète, puisque les panneaux photovoltaïques auraient jusqu'à 8% de meilleur rendement que quand il n'y a pas de végétalisation grâce au rafraîchissement apporté par les végétaux, et que de l'autre côté, côté végétal, côté biodiversité, on aurait une augmentation de la biodiversité, puisque si on a les panneaux photovoltaïques qui sont implantés, j'allais dire, dans la végète, avec la végétalisation qui passe en dessous, et bien du coup, ça veut dire qu'il y a des végétaux qui sont en plein soleil, des végétaux qui sont dans du mi-ombre, mi-soleil, et des végétaux qui sont quasiment à l'ombre tout le temps. Et donc, il y a des végétaux qui savent gérer tout ça, mais c'est pas les mêmes. Donc, ça développe mécaniquement la diversité floristique. Voilà. Et en termes d'exemples, en France, on n'en a pas forcément énormément, hein, mais il y a en tout cas des choses qui quand même se mettent en place. Il y a pas mal d'études qui sont faites, mis à part celle du CEREMA, Proof que je citais à l'instant. Il y a d'autres études qui sont faites par les acteurs du domaine, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'exemples aujourd'hui en Allemagne, en Autriche, en Suisse, notamment. Moi, j'ai visité un toit donc biosolaire en Suisse à Thun, près du lac qui a le même nom, et d'une autre société qui s'appelle Context, C-O-N-T-E-C. Si vous avez la curiosité d'aller voir sur Internet, context.ch, vous verrez. Alors, ils proposent bien sûr des solutions de ce type-là, mais ils ont un toit démonstration qui est tout à fait impressionnant. Alors, autre sujet du périmètre d'intervention de la Divette, c'est l'agriculture Ouais, urbaine. tout à fait. Euh, Quels seraient les conseils que tu aurais à donner à des gens qui voudraient se lancer parce que ils sont une grande terrasse et qu'ils ont envie de faire un peu d'agriculture urbaine en ville? Est-ce qu'il existe des professions aujourd'hui qui sont là pour accompagner ce type de projet? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? L'agriculture urbaine, c'est vraiment un sujet, là aussi, on peut presque en parler avec un certain recul, hein, qui a pris beaucoup, beaucoup d'essor depuis quelques années et qui est une vraie problématique parce qu'il y a notamment une question d'alimentation locavore, hein, de proximité. Donc ça, c'est un vrai service écosystémique que rend l'agriculture urbaine en général. Et de fait, quand on considère une ville par au-dessus, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de toits plats et donc on peut peut-être en profiter pour en faire quelque chose, y compris en termes d'agriculture. Et la Divette s'était saisie du sujet
et a publié il y a 4 ans maintenant des recommandations techniques pour l'agriculture urbaine en toiture, parce que comme je disais tout à l'heure dans la typologie des toits végétalisés, c'est un petit peu quelque chose à part parce que c'est pas un toit accessible comme serait accessible une toiture jardin. Malgré tout, il y a les exploitants qui viennent très régulièrement pour planter, entretenir, récolter, et donc qui a des spécificités. Donc c'est pour ça que ces recommandations techniques ont été rédigées. Sachant que pour résumer ce qui est noté dedans, c'est notamment prendre en considération la charge, donc la capacité de la structure porteuse, et puis ensuite pour l'exploitation elle-même, la question d'accessibilité. Alors c'est pas uniquement un humain comment il arrive à monter sur le toit, mais c'est vraiment pour y accéder aussi avec tous ces outils, brouettes, voilà, parce que c'est comme presque pour de vrai un vrai champ. Et puis les questions de sécurité, puisqu'il y a des humains qui interviennent, donc avec des dispositifs qui sont pas les mêmes que quand il y a juste un entretien technique. Là, on est vraiment dans un entretien qui est très récurrent. Donc ça, c'est les 2 points d'entrée, sachant qu'après, on intervient bien sûr sur une toiture qui est étanchée, donc il faut bien sûr veiller à ne pas percer l'étanchéité en donnant un bon coup de pioche. Ça paraît des évidences, mais quand on a des échos des pratiques, on s'aperçoit que c'est pas si évident que cela. Par contre, c'est des solutions qui sont tout à fait intéressantes. Oui, il y a des entreprises qui sont complètement spécialisées dans le domaine. J'allais dire, les ténors font partie de la Divette et on est ravis de les avoir parmi nous parce qu'ils nous font vraiment progresser sur ces thématiques-là, parce que c'est vraiment une solution qui est intéressante. C'est un business model qui peut poser question parce que c'est pas évident, parce qu'on n'est pas dans une logique très très intensive, j'allais dire. Souvent, on a des philosophies qui se rapprochent de la philosophie bio, même si on n'est pas sur du bio, parce qu'on est en toiture terrasse sur un sol qui est artificiel, avec plein de guillemets partout, mais on a des acteurs qui sont vraiment très intéressants sur leur approche. Donc on a un business model qui est un petit peu difficile, enfin délicat, mais ceci dit, quand il est articulé avec des logiques de panier, des logiques d'animation, d'événementiel, de pédagogie, là on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, c'est une approche qui est très séduisante, notamment par son aspect de proximité. Alors, dernière question, toujours sur l'agriculture urbaine. Mhm. Bon, c'est une excellente solution pour développer des circuits courts d'alimentation, ça c'est Mhm. extraordinaire pour ça, et il y en a un besoin. Mais est-ce que c'est compatible avec l'agriculture bio? Est-ce on peut pas avoir un problème de pollution avec les villes? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Est-ce qu'on a des éléments qui pourraient nous dire le contraire? Effectivement, on peut pas vraiment parler de bio et on peut pas avoir AB marqué sur les produits qui sont récoltés sur des toitures végétalisées version agriculture urbaine parce que on a un sol qui est artificiel. Mais ceci étant posé, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment des acteurs qui ont en termes de profil, de philosophie, une approche bio dans le sens où ils n'utilisent pas de produits phyto, ils ont une gestion raisonnée, ils réutilisent les déchets verts. Enfin, il y a vraiment une circularité qui est pour avoir vraiment pas mal échangé avec eux, qu'on peut retrouver chez les uns comme chez les autres. Mais ceci étant posé, effectivement, mais ça c'est vrai, j'allais dire aussi pour l'agriculture urbaine au sol, puisqu'il y a beaucoup aussi d'initiatives qui se font à même le sol. Mais alors, les études qui ont été faites montrent que tout dépend de là où se trouve la toiture. Bien évidemment, plus on monte, et là pour le coup c'est pas mal d'être une toiture, plus on monte, si par exemple vous prenez le potager qui est sur l'Opéra de Bastille à Paris, on doit être en R plus 6 ou 7, voire plus, parce que les étages sont un petit peu particuliers, puisqu'on a toute la grande salle de l'opéra, donc ça se trouve au-dessus de cette salle de l'opéra. Et effectivement, quand on est à cette hauteur-là, je ne vais pas dire altitude, mais cette hauteur-là, on commence à être vraiment très très loin de la pollution, qui manque beaucoup, et donc on est vraiment très préservé. On a du coup une qualité qui est très correcte. Quand on va être en R plus 1, alors bien sûr au sol, mais en R plus 1, R plus 2, tout dépend. Si à proximité, j'ai le périphérique qui passe juste à côté de ma toiture terrasse, forcément, c'est pas ce qu'il y a de mieux, bien évidemment. Maintenant, quand on a posé ça, il y a d'autres études qui ont été faites, par exemple les miels qui sont produits en ville, et on a constaté que leur qualité, pas nutritionnelle, mais justement en termes de produits qui seraient venus, était bien meilleur que les miels qu'on pouvait parfois trouver récoltés entre guillemets à la campagne. Pourquoi? Parce que justement, tous les végétaux qui sont en ville aujourd'hui, c'est zéro phyto, donc les abeilles ne récupèrent pas ces produits-là et les mettent pas dans le miel qu'elles fabriquent. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut regarder un petit peu de près où on se situe, quel est l'environnement, quel est le contexte pour avoir quelque chose qui puisse être qualitatif.
Très bien, donc moi ça touche à sa fin pour cette interview. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter sur la divette ou sur des conseils à donner à nos lecteurs d'habitat écologique? Ouais, bah, je crois que, déjà, merci beaucoup pour cette opportunité d'échange. Je crois qu'on a abordé des sujets qui sont vraiment et d'actualité et qui sont importants aussi, dont il faut vraiment bien prendre conscience, sachant qu'on a des solutions qui peuvent y répondre, que c'est pas la végétalisation du bâti qui va sauver la planète, mais qu'en tout cas, elle y contribue et que nous, on croit, en tout cas, à la Divette, énormément à cette contribution, y compris de moindre surface, toute surface est bonne à prendre, j'allais dire. La loi climat et résilience continue, va dans ce sens-là, et on sent vraiment que nos pouvoirs publics, hein, d'une façon générale, élus comme permanents, sont de plus en plus conscients de ces enjeux. On se rend compte aussi qu'au niveau local, au niveau des métropoles, au niveau des communautés d'agglos, il y a aussi cette prise de conscience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir partager nos bonnes pratiques, partager nos connaissances, partager nos recommandations pour que, notamment via les outils de planification urbaine, les solutions de végétalisation du bâti soient vraiment recommandées, voire plus qu'incitées, sans non plus mettre une barre trop haut, parce que quand on met une barre trop haut, bien sûr qu'on peut avoir des ambitions, et c'est vraiment important, et j'ai cité, hein, que plus on a de substrats, plus on a de végétaux, mieux on se porte. Mais encore faut-il que les éléments porteurs puissent s'accepter, notamment quand on est en rénovation. Donc voilà, bien sûr, il faut être ambitieux, mais en même temps, il faut pas se priver de ce qu'on pourrait faire. Donc la barre, elle doit être positionnée au bon endroit. Et c'est vrai que la divette, pour ça, est, je pense, vraiment une ressource. Donc il faut pas hésiter à venir vers nous pour des recommandations, des questions, des conseils. Alors merci beaucoup à toi, Sophie, et à la Digette pour cette intervention. Avec Euh, plaisir. Merci à tout le monde pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle visioconférence.